Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Agent Slim, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 4e épisode de la série Capsule VHS pour parler justement de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Et justement, je vous propose tout de suite de commencer sans plus tarder. Alors, après la Première Guerre mondiale, l'Europe est en période de crise. C'est ainsi que les démocraties et les empires sont fragilisés. Même si quelques pays résistent encore aux révolutions extrêmes dans cette période de l'entre-deux-guerres, d'autres cèdent au totalitarisme et à la dictature, tels que l'Espagne avec Franco en 1939, Mussolini en Italie dès 1922, ainsi que de Staline en 1924 en Union soviétique. Mais le régime nous intéressant le plus dans cet épisode est celui d'Adolf Hitler en Allemagne en 1933. En Europe, lors des années 1930, on constate l'apparition de deux principaux régimes totalitaires. Totalitaire voulant dire un régime où il existe un seul parti, où le pouvoir n'appartient qu'à un seul homme, organisant un culte de la personnalité pour se glorifier la plupart du temps. Le premier étant le régime soviétique en URSS dirigé par Staline, qu'on avait déjà traité dans une précédente vidéo, et le second en Allemagne, cette fois-ci s'agissant là du régime nazi dirigé par le dictateur Adolf Hitler. Ces deux régimes, en rajoutant celui de Mussolini par-dessus, bien que différents, ont des points communs et sont basés sur des mêmes bases, comme le contrôle de la société, l'économie, l'art et la culture, étant au service de l'État. Et enfin, le culte de la personnalité pour chacun des dirigeants de ces trois pays. Voici donc les fameuses bases qu'utilisent les pays cités, faisant d'eux des régimes totalitaires. Le 11 novembre 1918, l'armistice entre la France et l'Allemagne est signé et symbolise enfin la fin des combats. Un an plus tard, le 28 juin 1919, est également signé le traité de Versailles. Ce dernier oppose les puissances de l'entente victorieuse, donc la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que de l'Italie, à l'Allemagne. Et le but des vainqueurs est d'humilier la population allemande et leur imposer le lourd fardeau de déclencheur de la Grande Guerre. L'Allemagne est humiliée et le peuple trouve le traité injuste et favorable envers les Alliés. En acceptant ce dernier, la Deutschland perd l'Alsace-Lorraine, qui est reprise par la France juste ici, l'Alsace qui est cette région, ainsi, et elle perd aussi une petite région au nord, qui est donnée au Danemark. Elle perd également 20% de son territoire, principalement au profit de la nouvelle Pologne recréée, laissant derrière elle, du coup, 10% de la population devenant polonaise. Séparant de cette manière le territoire allemand, le territoire principal de l'Allemagne, à la Prusse orientale, à l'est. Donc, quelques mois après l'entrée en guerre des USA et les attaques massives dirigées par les Anglais et les Français, les généraux allemands savaient bien qu'ils avaient perdu la guerre. Certains se replièrent dans leur pays natal, tandis que d'autres persistaient et gardaient encore espoir, comme le général Ludendorff, un des plus grands dirigeants de la Première Guerre mondiale. Les autres désertant et retournant en Allemagne décidèrent de mettre fin au combat et constituer à eux seuls la République de Weimar. Le 9 novembre 1918, donc constituée, enfin la République de Weimar qui est constituée le 9 novembre 1918, elle est constituée par les généraux voulant arrêter la guerre et rétablir la paix. Après l'abdication du Kaiser Guillaume II, cette république signe alors le traité de Versailles. Seulement voilà, pour une grande partie de la population, la République de Weimar a trahi l'Allemagne en abandonnant les combats et voulant donc s'assumer vaincu face aux puissances de l'entente. De plus, on remarque que le nouveau gouvernement a du mal à gérer les problèmes et les crises économiques et sociales touchant le pays. C'est alors qu'on constate la démocratisation des partis des extrêmes, qu'ils soient nationalistes ou communistes. Comme on vient de le dire, les partis d'extrême se démocratiseront en Allemagne dès l'année 1919. Un d'entre eux sèmera la cisanie dans tout le pays. Un parti d'extrême gauche, socialiste et marxiste, influencé par les idées bolcheviques en Russie. Les spartakistes. Influencés par la révolution russe, ils tentent de prendre le pouvoir par la violence à Berlin. Pendant près d'une semaine se suivront divers combats dans la capitale, tous aussi brutaux et sanglants que les autres.
lors de ce qu'on appelle la semaine sanglante. Finalement, face à l'armée et à la gendarmerie allemande, l'insurrection des spartakistes échoue. Les meilleurs guerriers du parti sont exécutés ainsi que leurs deux chefs, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Finalement, l'extrême gauche ne parvient pas au pouvoir grâce aux spartakistes ayant été stoppés dans leur conquête meurtrière. Alors aussi, lors des années 20, dû à la mauvaise gestion économique de la République de Weimar, l'hyperinflation touche l'Allemagne, plus précisément en 1923. Il faut pour commencer comprendre le terme d'hyperinflation. L'inflation est le fait de l'augmentation considérable d'un produit. Elle correspond à une hausse générale des prix, des biens et des services, et en économie, et de ce fait, l'hyperinflation est l'augmentation extrêmement rapide des prix qui tend à éroder, c'est-à-dire à retirer sa valeur lentement et tout doucement à l'argent. Le phénomène touchant l'Allemagne était horrible puisque la monnaie, soit les marques, la monnaie allemande, n'avait plus aucune valeur. Un objet se vendant à 1 mark normalement se vendait à présent à 165 800 000 marks. C'est comme si on disait qu'aujourd'hui, 1 euro, il y a une crise d'hyperinflation et 1 euro vaut 165 800 euros. C'est énorme. Plus rien n'avait de valeur et le taux de chômage augmenta en grande quantité lors de cette fameuse année de 1923. On put notamment observer des scènes où on voyait des citoyens brûlant leurs billets pour se réchauffer ou encore des enfants s'amusant avec des liasses de billets, l'argent n'ayant plus aucune valeur. Également, la crise n'arrangeait pas non plus les gens qui mettaient de côté leur argent puisque leur somme ne servait actuellement plus à rien. La République de Weimar aura énormément de mal à administrer, soit gérer le phénomène de l'inflation, dégradant de plus en plus son opinion publique. Après la défaite de l'Allemagne en 1918, la nouvelle République de Weimar est instaurée. Mais de nombreux Allemands reprochent à la République d'être la cause même de la culbute allemande et associée à la trahison en signant le diktat de Versailles. La République de Weimar est donc jugée incompétente face aux problèmes, notamment à la grande crise monétaire de 1923. En 1929, une nouvelle crise économique, qu'on verra par la suite, renforcera l'hostilité à l'égard du régime. Cependant, un certain Adolf Hitler profite de l'état d'esprit du peuple allemand pour imposer ses idées suprémacistes, totalitaires, racistes, antisémites et anticommunistes. Et c'est Adolf Hitler qui galvanisera toute l'Allemagne tout en s'imposant sur la scène publique comme les précédents empereurs. Alors, sauf que lui, ça ne sera pas un empereur puisqu'il prendra le pouvoir pendant l'époque de la République de Weimar. Mais bien sûr, il changera le régime sur place. Donc, comment Adolf Hitler s'approprie le pouvoir en Allemagne et quel est le programme qu'il impose au peuple allemand? Mais avant tout ça, il est quand même important de connaître les racines et la biographie de ce fameux Adolf Hitler. Ce dernier, né le 20 avril 1889 et mort le 30 avril 1945 à Berlin, est un homme politique suprémaciste et totalitaire régnant sur l'Allemagne de 1933 à 1945. Il découle en Autriche-Hongrie à Braunau am Inn, photo en bas, laissant donc comprendre qu'il est autrichien et non allemand comme certains d'entre vous pouvaient le croire auparavant. Ici, nous pouvons observer sa photo, quelques mois après sa naissance sur l'image ci-contre. Qui pouvait se douter que ce tout petit enfant deviendrait un des plus grands meurtriers de l'histoire? Enfin, il vit une vie paisible et connaît certaines difficultés à l'école, mais se démarque surtout des autres élèves dans un seul domaine, l'art. Adolf Hitler est passionné par ce loisir et s'est décidé, il mènera une carrière dans ce domaine. Cependant, son père, Alois Hitler, le suivra dans ses études et le poussera à devenir fonctionnaire, tout comme lui. Hitler refuse et avouera plus tard qu'il s'agira de la seule opposition qu'il mènera face à son père. Adolf joue aussi avec ses camarades aux cow-boys et aux indiens et dès son plus jeune âge, il commence déjà à s'imposer et faisait toujours le chef lors de ce genre d'amusement, sentant que sa volonté était plus forte face à ses compagnons. Le 3 janvier 1903, Alois Hitler, son paternel, je le rappelle, décède.
Son fils, bien que malheureux, sent cette fois-ci qu'il est vraiment libre et qu'il est enfin l'heure pour lui de commencer une nouvelle carrière, ou même, devrais-je dire, une nouvelle vie. Adolf Hitler migre vers Vienne, ville des arts de l'Empire autrichien, et se lance dans des études artistiques. Il peint des peintures, des portraits et les vend à certains passants intéressés ou à d'autres touristes. Toutefois, il connaît une période très ardue car il ne gagne pas beaucoup d'argent et se retrouve seul, sans l'aide de personne dans cette immense ville de Vienne. Certaines fois, il dormira même dans la rue, à ce point carrément. Dans la région, c'est là qu'il développera certains sentiments nationalistes et développera des idées valorisant les peuples germaniques parlant allemand, Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. Sur place dans la ville, il comprendra que pour continuer sa carrière, il devra adhérer à l'école des beaux-arts, un établissement rigoureux n'acceptant que les meilleurs peintres, que l'élite. Lorsque Hitler passera le concours, il sera malheureusement pour lui recalé et même après avoir réessayé plusieurs fois, l'école le rejettera, lui affirmant haut et fort qu'il fallait avoir de l'originalité pour intégrer les beaux-arts. Hitler continuera à vendre des dessins dans les rues de Vienne, toujours malade du malheur que lui a fait subir l'Académie des Beaux-Arts. Cette vie continuera jusqu'en 1914, au moment où la Première Guerre mondiale débute. Adolf Hitler, trouvant enfin une nouvelle occupation, rejoint l'armée allemande à la place de celle d'Autriche, afin de prouver son admiration pour cet empire. À présent, passons à l'époque où Hitler s'engage dans la fameuse Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, et on va voir que pour lui c'était plus un honneur et il était heureux au sein de participer à la Grande Guerre. Vous allez le voir tout de suite. Alors que Hitler était sur le point de rater sa vie et de devenir un SDF, littéralement, un événement extérieur vient basculer le cours de son destin, la Première Guerre mondiale. L'entente composée de la France, le Royaume-Uni et la Russie entre en guerre face à l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Hitler, bien qu'autrichien, rejoint l'armée allemande, comme dit précédemment, car c'est ce peuple-là qu'il veut défendre. Dans un cadre composé d'une violence inouïe, il trouve un nouveau sens à sa vie. Il se fait de nouveaux amis, n'est plus à la rue et se sent rassuré aux côtés de ses camarades. Pour la première fois depuis le décès de sa mère, le jeune Adolphe retrouve enfin un foyer. Le soldat est nommé estafette, chargé de délivrer les messages entre les postes de commandement à l'arrière. Il montre son épanouissement à l'armée et devient même un soldat modèle. Il est décoré de la Croix de fer, une haute récompense militaire que l'on donne aux meilleurs soldats de l'armée. Bien des années plus tard, il ne se séparera jamais de cette dernière, gardant toujours le souvenir de cette reconnaissance, comme nous pouvons l'observer justement ici dans une photo prise bien plus tard, où il garde toujours sa croix de fer. Seulement voilà, le 11 novembre 1918, l'armistice est signé, déclarant ainsi la fin de la guerre. Le revoilà sans un sou, sans famille et sans travail. Le futur Führer ne souhaite en aucun cas quitter l'armée, mais heureusement pour lui, un homme le prendra sous son aile. Cet homme, bien que méconnu par la plupart des historiens, c'est Karl Mayr. Il jouera un rôle décisif dans le parcours d'Hitler. Ils forgeront ensemble ce qui deviendra plus tard les racines de l'idéologie nazie. Mayr est le chef des services de renseignement et il s'agit là de quelqu'un de haut placé au sein de l'armée. À la fin de la guerre, il fait une constatation et remarque que les partis d'extrême gauche, tels que les spartakistes en 1919, prennent petit à petit le pouvoir par la force et Karl refuse que leur idéologie socialiste et bolchevique ne se répande dans l'armée. C'est là où il engage Hitler en tant que simple indique, chargé de séparer l'armée des mauvais éléments adhérant à l'idéologie de gauche. Cependant, Karl Mayr a d'autres raisons d'engager Adolf Hitler. Il pense que c'est un fin patriote, prêt à tout pour défendre le peuple allemand, et il possède une capacité oratoire juste inédite à cette époque, faisant de lui un bon propagandiste. Le problème étant que Adolf Hitler n'a pas vraiment assez de culture, et c'est pour cela que Karl Mayr l'envoie prendre des cours à l'université de Munich. Hitler commence ainsi une nouvelle vie, ce qui lui permettra de gravir les échelons et de se hisser au sommet.
le jeune et incompétent Adolf Hitler structure sa pensée à l'université de Munich. On lui prescrit des cours d'histoire, d'économie et de politique, la plupart basés sur un antisémitisme capital. Il pense que les Juifs sont la source de tous les problèmes financiers. Il est également influencé par de nombreux journaux allemands antisémites où l'on qualifie les Juifs comme des êtres à abattre, carrément. Hitler développe pour la première fois ses sentiments, juste après son exclusion à l'Académie des Beaux-Arts, et pense encore que les Juifs seraient à l'origine de son échec en Autriche, aussi bien que celui du peuple allemand en Allemagne face aux crises économiques dues à la guerre. Il commence à développer cette haine contre ce peuple et dans une de ses thèses sur la question juive, il les qualifie de tuberculose des peuples et conclut en disant, je cite, « L'objectif final doit être l'éloignement définitif du juif ». Ce texte-là est considéré comme son premier acte politique, posant les bases de son antisémitisme absolu. Adolf Hitler ne tardera pas à propager ses idées bien au-delà des frontières de l'armée. Lors de la soirée du 12 septembre 1919 à Munich, ce dernier est chargé de surveiller une réunion d'un parti d'extrême droite dans une brasserie du centre-ville. Il est engagé en tant qu'espion et le parti est chargé d'espionner, le DAP. Le DAP qui est ce fameux parti. Le parti ouvrier allemand, ayant établi son QG ici même, ne contenant qu'une cinquantaine de membres. Hitler doit rester incognito et rien ne se passera comme prévu. Alors que les membres du DAP débattent, un d'entre eux prône la séparation de l'État de la Bavière. Impensable pour Hitler. Lui qui avait toujours défendu le gouvernement allemand, c'est impossible que la Bavière, cette région capitale pour l'Allemagne, devienne indépendante, selon lui. Piqué au vif, il se lance vers eux et dénonce ce projet de fou furieux. Ce projet ne lui serait jamais passé par la tête, lui qui a combattu pour le peuple allemand. Il remarque que tout le monde est captivé et réalise enfin qu'il est un grand orateur et qu'il a la capacité de captiver le public. Dès lors, il adhère le DAP et comprend qu'il est destiné à une carrière politique, abandonnant sa mission de surveiller le parti justement. Il devient ainsi le 55e membre qui changera plus tard sur sa carte d'admission par le 7e membre, ce qui faisait de lui un membre bien plus prestigieux. Hitler, commençant enfin sa carrière dans la politique, a un nouvel objectif, réussir par n'importe quel moyen à se hisser au sommet. Ses talents d'orateur le mettant à la tête du DAP, Adolf Hitler entreprend de nouvelles réformes au sein de son parti. Il constate que le logo du DAP est quelconque et n'est pas si attrayant que ça. Il le compare au logo des autres partis et remarque que ces derniers sont tape à l'œil et restent gravés dans l'esprit. Par exemple, 3 flèches rouges pour les socialistes, la faucille et le marteau pour les communistes ou encore le faisceau pour les fascistes. En Italie, le futur dictateur cherche lui aussi un symbole qui claque et souhaite faire bien mieux que ses concurrents. Alors un soir de 1920, dans la brasserie qui lui sert de quartier général, chaque membre du parti propose son idée de nouveau logo sur une grande feuille, où sont marqués tous les logos. En dessous de celle-ci figure une inscription, le dessin sacré des Allemands. Un de ces dessins devra nous soulever. Alors on se met vite au travail. Certains proposent une étoile à 6 branches, d'autres à 8, et parmi tous ces dessins, Hitler tombera sous le charme de celui qu'on appelle aujourd'hui une croix gammée. Pour comprendre ce choix, il faut se plonger dans l'univers mental de l'extrême droite allemande. Les nazis, en réalité, ont inventé une théorie pseudo-scientifique, classant les humains en différentes races, dont la plus pure est la race aryenne. Dans cet univers de l'extrême droite, on croit beaucoup en la mythologie germanique et nordique, où le combat des grands hommes est mené pour la survie d'une seule et même population, la race aryenne. La plus pure de la pyramide qu'Hitler s'est fixée dans sa tête, se considérant comme supérieure aux autres et les Allemands étant les purs descendants directs de celle-ci. Cette théorie-là
dans la mythologie germanique est symbolisé par un seul symbole, qui est justement la croix gammée. Pour Hitler, il s'agit de revenir aux origines de l'Allemagne. Cet emblème représente donc la supériorité du peuple germain sur tous les autres, en particulier le peuple juif, sur lequel Hitler s'acharne depuis tant d'années. C'est alors que la croix gammée est choisie et remplace alors l'ancien logo du DAP. Au passage, Hitler renomme le DAP par le NSDAP, Parti national-socialiste des travailleurs allemands ou Parti nazi. Il instaure aussi une nouvelle devise pour le parti, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, guide pour Führer. À l'aide de ce grand nombre de réformes, Adolf Hitler commence alors petit à petit à installer les piliers de son futur régime totalitaire. Alors, à présent que son parti est identifiable, le chef du NSDAP crée sa milice personnelle, chargée de rendre visible son parti sur le plan politique et de pouvoir impressionner la foule. Il les dote d'un uniforme militaire et les fait défiler dans toutes les grandes villes allemandes. Seulement voilà, Hitler, avec cette milice, s'inspire en réalité d'un grand homme ayant fait la même chose dans son pays. Plus précisément, juste en dessous de l'Allemagne au sud, en Italie, s'agissant là de Benito Mussolini. Ce fameux Mussolini, ex-membre du Parti socialiste, souhaite continuer la guerre et trouve qu'il s'agit là d'une solution pour son pays. C'est alors qu'il bascule finalement pour l'extrême droite et fonde le parti fasciste en 1922. Il crée donc une milice qu'il surnommera les Chemises Noires et impose la terreur dans toute l'Italie. En octobre, afin de prendre définitivement le pouvoir, Benito Mussolini défile sur Rome, accompagné de 126 000 chemises noires. Sous pression, le roi italien Victor Emmanuel III, ayant pour but d'éviter la guerre civile à tout prix, confie à Mussolini la présidence du Conseil, afin de calmer un petit peu la foule et le peuple, lui accordant le pouvoir absolu. Haut placé, Benito instaurera par la suite une dictature faisant de l'Italie fasciste un régime totalitaire pendant de nombreuses années. Hitler prendra exemple sur Mussolini et compte bien utiliser les mêmes méthodes que ce dernier pour s'accaparer le pouvoir. Hitler nomme sa milice les SA, diminutif de section d'assaut. Les SA défilent dans les rues des grandes villes, telles que les Chemises Noires en Italie. Les SA aussi n'hésitent pas à utiliser la violence et leur grande parade élevant Hitler, tout petit dirigeant de parti, au premier rang, commençant alors à se faire un nom dans le monde de la politique. Pour atteindre le pouvoir, Adolf Hitler a pour idée de marquer les esprits et qu'on retienne son personnage. Il commence par se tailler la moustache pour n'en laisser qu'une barrette et adopte une coiffure lui étant propre. Il comprend aussi qu'il fallait exploiter ses capacités d'orateur au maximum et alors insiste sur la gestuelle de ses discours. Justement, dans ces derniers, il commence à prendre des pauses pour exprimer une émotion bien précise. Par exemple, en pointant du doigt pour montrer un adversaire, en fermant ses poings pour exprimer la fermeté, la bravoure et surtout la colère, le rendant combatif. Il brandit son poing vers le haut pour menacer ses ennemis, etc. En réalité, dans ses discours, Hitler parle bien de sujets politiques, tout en rajoutant un air théâtral pour captiver le public. Adolf Hitler, dans sa peau de dirigeant du NSDAP, joue un rôle. Pour continuer sa propagande ultra-moderne et donc continuer à se faire un nom et à se faire reconnaître, Hitler travaillera avec un spécialiste de la photographie, Heinrich Hoffmann. C'est avec lui justement qu'il travaillera ses poses et son attitude devant le public dans le studio d'Hoffmann, à Munich. Via les nombreux clichés pris, rien n'est laissé à l'abandon. Toutes les photos d'Hitler doivent être parfaites. Donc dans les années 20, voici comment les hommes politiques s'exprimaient en public. Là, on va faire une petite comparaison entre les discours du président Hindenburg sous la République de Weimar et Adolf Hitler. Donc c'est un discours qui est issu de 1935, donc, mais quand même, il adoptait cette forme de discours même dans les années 20. Donc on va voir ça tout de suite.
Alors, comme vous l'avez vu, il s'agit là du président allemand Hindenburg. Utilisons un temps indolent et soporifique, ne lâchant pas sa feuille du regard. À présent, voici un discours d'Adolf Hitler. Alors, bien réactif, bien attractif tout ça, hein, et surtout bien préparé. Hitler se sert de toutes ces techniques de préparation utilisées avec Hoffmann, et on comprend que son talent d'orateur coïncide parfaitement avec sa gestualité. Il redonne la pêche aux téléspectateurs, et c'est ce qui est inédit avec Adolf. C'est que même s'il ne s'agit là qu'un tout petit dirigeant de parti, il donne l'impression d'être parmi les plus grands. Et oui, donc alors en 1923, toujours en Allemagne, dans l'état de la Bavière, des rumeurs tournent à propos d'un certain groupe qui pourrait dans les prochains jours tenter un putsch, soit un coup d'État. Cette rumeur est bien vraie, puisque ce groupe n'est pas méconnu du peuple allemand. Parmi eux, nous y retrouvons bien évidemment Adolf Hitler, Ernst Röhm, fondateur du DAP, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est quand même un des membres fondateurs du DAP, mais aussi plus étonnant qu'il n'y paraisse, le grand et célèbre général Ludendorff. Et oui, le général le plus connu incontestablement de la Première Guerre mondiale. Que vient-il faire avec ces putschistes d'extrême droite? Vous allez me dire. Eh bien, comme on l'avait dit précédemment, à la fin de la Grande Guerre, comme dit en introduction, certains généraux refusaient d'arrêter les combats. Parmi eux, Ludendorff, croyant encore que l'Allemagne avait une chance de gagner. Il commence à propagander une certaine théorie du coup de poignard dans le dos. Il affirme que la défaite allemande est causée par les civils, les juifs, les communistes et tous les politiciens de l'arrière s'avouant vaincus dès 1917. Erich Ludendorff sera toujours animé par ce sentiment de haine et donc fréquentera tout au long des années 20 les milieux nationalistes jusqu'à finalement tomber sur le NSDAP. Hitler, Ludendorff et Röhm, les principaux organisateurs, car ils étaient environ une dizaine, une vingtaine, du putsch, ont pour but de s'emparer du pouvoir par la force, comme l'aurait fait Mussolini en Italie, et non par moyens légaux et démocratiques. À toute la bande, ils veulent à tout prix renverser le gouvernement de Weimar. Dans la nuit du 8 novembre 1923, le coup d'État est lancé. Dans une brasserie à Munich, le chef d'État de la Bavière commence un discours devant une grande partie de la population de la région. À peine sa première phrase que Adolf Hitler, chef du bataillon, pénètre dans la salle, pistolet à la main, interrompant le discours. S'élançant, il affirme que la révolution nationale a éclaté et commence alors le siège de la brasserie. Pour impressionner la foule, dans un élan de panique, Hitler dit que les casernes de la Reichswehr et de la police du Land seront occupées. Alors la Reichswehr et la police sont en marche sous leur étendard à croix gammée. Le sens de cette phrase que la police, justement, de la Reichswehr, c'est le nom attribué à la police sous la République de Weimar, est à présent corrompue et en marche sous l'emblème nazi. Bien évidemment, tout cela est faux car quelques heures plus tard, la police intervient. Après un long combat et un encerclement de la brasserie, le groupe nationaliste est déchu et vaincu face à l'armée. Le putsch échoue et Ernst Röhm est sur place arrêté. Les accusés du coup sont ceux qu'on aperçoit à l'image de droite. Donc on peut notamment voir Hitler, il me semble que Röhm est quelque part là. Voilà, on peut voir les noms, Röhm, Ernst Röhm, ça doit être lui. Et au milieu, siège le général Ludendorff. Ensuite, alors, un procès est prévu. Pendant ce dernier, on défend Ludendorff, héros de la guerre. Mais les juges n'en font pas autant pour Hitler et les autres. Hitler désavantagé profitera cependant du procès pour en faire de la propagande dans les journaux. Et grâce à cet incident, bien que finissant par un désastre,
Hitler arrive à faire connaître de plus en plus son parti. Finalement, ce dernier est envoyé en prison, mais son plan propagandiste est loin de s'arrêter là et tout le monde veut des nouvelles de lui à présent. Maintenant en prison, Adolf Hitler ne compte pas se rouler les pouces. Son plan propagandiste ayant pour but de faire parler de lui dans les journaux a bel et bien marché. Seulement, le peuple veut des nouvelles du chef du NSDAP et pour qu'on se souvienne de lui, il faut réussir à offrir au public quelque chose ayant le pouvoir de répondre aux questions de la population allemande. Quelque chose qui marquera le petit villageois ayant ce quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire, pour enfin une bonne fois pour toutes se rappeler d'Hitler et le considérer comme un véritable homme politique dévoué à l'Allemagne. Donc Adolphe réfléchit et dans sa petite cellule se trouvent quelques feuilles et un stylo. Il s'agit là pour le Führer d'un déclic. Il va offrir aux Germains un livre autobiographique, racontant toute sa vie en détail, de son séjour à Vienne, ainsi que de son rejet par l'Académie des Beaux-Arts, jusqu'à la Grande Guerre. Hitler expose sa vie. Au passage, il en profitera pour, au fil et à mesure de son bouquin, s'exprimer, exprimer ses avis et de proposer un programme politique. Il dénonce les juifs et les communistes. Il réussit à convaincre le public à le rejoindre dans son raisonnement. Lors de ses 9 mois de détention, il ne fait qu'écrire. En finissant son livre, il déduit que depuis le début de sa vie, il défend le peuple allemand et n'est dévoué qu'à ce dernier. En réalité, il mène un combat, son combat. C'est ce nom-là que prendra le livre d'Adolphe, Mein Kampf. En français, Mon combat, Mein Kampf. Alors, le 20 décembre 1924, le chef du parti nazi sort finalement de prison. Tout le monde ne parle que de l'événement et même si Mein Kampf ne se vend pas si bien lors de ses premières semaines, les ventes finissent par grimper en flèche. Sorti de détention, Adolf Hitler a de nouveaux objectifs. Il a pour mission de conquérir un espace vital à l'Est, car comme dit précédemment pour les nazis, le peuple allemand supérieur à tous les autres est le pur descendant des Aryens, et pour Hitler, il est nécessaire pour la croissance de ce peuple de posséder un plus grand territoire et même d'obtenir les terres de la Prusse d'antan. Pour favoriser le développement du peuple, il vise la conquête des pays germaniques et ceux de l'Est. Mais pour cela, le Führer doit diriger le pays, car ce n'est pas un tout petit parti comme celui-là qui ordonnera des ordres à l'élite. En décembre 1924, le parti se présente aux élections législatives et ne récolte que 3% des voix. À ce moment, tout va mal pour le parti. Et même si ce dernier attire certaines personnes, la population préfère s'en tenir au parti plus classique. Seulement voilà, en 1929, un événement viendra bouleverser le cours des choses pour le NSDAP. 1929, et oui, cette date marque un tournant dans l'histoire de l'Europe, car c'est lors de cette année que commence une des plus grandes crises économiques de l'histoire, appelée la Grande Dépression. Alors que les États-Unis financent la plupart des pays européens dans leurs actions au fil des années 20, en 1929, le pays connaît un terrible crash boursier, entraînant avec lui toute l'Europe et arrêtant sa croissance. Face à nous se trouve une carte nous montrant l'état de l'Europe lors de cette fameuse année 1929. En rouge, nous y remarquons les États-Unis ayant été à l'origine de la crise à cause du fameux crash. En bleu, les premiers pays les plus entraînés par cet événement, majoritairement des pays européens, et pour ne citer que ceux où les effets seront abominables, tels que l'Autriche, le Royaume-Uni et même l'Allemagne, justement. Puis en jaune, couleur qui vous semblerait au premier abord normale, par exemple les pays qui ne sont pas touchés, mais non. Tout ce que vous voyez en jaune, enfin en beige plus précisément, c'est des pays qui eux aussi vont être entraînés par la crise. Ça veut dire que le monde entier a été touché. Le monde entier, c'est peut-être un peu rapide, hein. J'y suis peut-être allé un peu trop vite puisque non. Il y a bien un seul pays qui résistera à la Grande Dépression. Ce dernier étant l'Union soviétique, puisque comme dit dans le chapitre sur le régime de Staline, l'URSS décidera de couper tout contact avec les autres États capitalistes et du coup décidera de se reprendre en main après la Grande Guerre. Cela dit,
puisque le CCCP ne pratique que du commerce intérieur et mène de nombreuses réformes pour être plus productif, faisant cavalier seul, le pays n'est point concerné par les Occidentaux. Il ne fait aucun commerce avec eux. Oui. Donc, bref, en tout cas, pour l'instant, nous éloignons un petit peu du sujet. Revenons donc à ce fameux Adolf Hitler, comme dit précédemment. Il ne réussit pas à faire élire son parti aux élections législatives. Les électeurs optant pour des partis plus classiques comme ceux du centre ou de la droite ou de la gauche. Seulement en 1929, la crise économique fait rage et en 1931, le nombre de chômeurs en Allemagne se hisse jusqu'à 6 millions. De nombreuses personnes qui autrefois vivaient normalement se retrouvent à laminer dans les rues allemandes. Mais Hitler, vous commencez à le connaître, profite de toutes les occasions possibles pour se faire connaître et se hisser au sommet. Et c'est ce qu'il fera. Avec tous ces gens déçus déambulant dans les quartiers, Hitler propose un programme alléchant et réussit à motiver le peuple allemand se dirigeant de plus en plus vers le NSDAP. De plus, Adolf met en place un programme particulier, un mélange de socialisme assaisonné de nationalisme. C'est alors que le parti nazi séduit toutes les classes, se dirigeant de plus en plus vers les partis extrêmes tels que celui du Führer. Il résout toutes les crises, il y remédie par le travail et en fait la source clé de son programme. Tout le monde doit travailler dans le régime. Enfin, pas encore le régime, mais pour lui, tout le monde devrait travailler pour tout simplement être récompensé. Le NSDAP se construit une réputation et fait parler de lui chez les industriels les plus réputés. Adolf organise un programme similaire au plan quinquennal en URSS, le plan de 4 ans. Il vise le secteur industriel et le parti collabore avec de grandes usines. Les industriels, alors alléchés par le programme d'Hitler, se ruent dessus et le soutiennent ouvertement, contribuant à son apogée. Il attire ainsi l'armée, préparant depuis longtemps une révolte, la fameuse Reichsbauer, face à la République de Weimar. Le parti nazi a de son côté le peuple, le soutenant prêt à voter pour lui aux prochaines législatives, les industriels alléchés par son programme et ainsi que l'armée. Adolf est désormais au summum de sa carrière. Et là, c'est le moment clé puisque en 1932, le président de la République de Weimar, Hindenburg, arrive à la fin de son mandat. Il est l'heure d'organiser de nouvelles élections présidentielles. Bien entendu, l'ex-président se représente aux élections, ainsi que Ernst Thälmann, chef du Parti communiste allemand, et aussi Adolf Hitler, du coup. Ces 3 candidats sont les principaux lors de cette élection, car il s'agit là des 3 candidats arrivés au second tour. Le second tour constitue à ce moment-là de 3 candidats. Pour la toute première fois, Hitler atteint ce stade-là, et il se rend bien compte que s'il est élu, il pourra enfin renverser le gouvernement de Weimar, ayant soi-disant trahi l'Allemagne en signant le traité de Versailles. Son plus grand rival, Paul von Hindenburg, ne compte pas se laisser faire. Il est le seul candidat à se présenter sans faire partie d'un parti politique et se considère comme indépendant, renforçant le regard du peuple à son égard. Finalement, lors des derniers jours des élections, tout le monde sait que tout se jouera entre Hindenburg et Hitler. Finalement, le 2 avril 1932 sont annoncés les résultats du second tour. Ernst Thälmann récolte 10,16% des voix, Adolf Hitler 36,77% des voix et Hindenburg 53,05% des voix, qui écrase toute la concurrence. Hitler a échoué, mais sait très bien que la démocratie est le seul moyen d'accéder au pouvoir. Inutile de tenter un putsch à nouveau. Cependant, il lui reste une dernière chance, les législatives. Adolf Hitler est prêt à tout pour se hisser, et pour hisser le parti nazi à la tête du gouvernement. Il décide de présenter cette fois-ci le NSDAP aux élections législatives. Et il emporte haut la main avec 33% des voix. Il acquiert une notoriété inimaginable et fait bonne impression au sein du gouvernement. En 1933, les industriels et les partis de droite poussent Hindenburg à placer Hitler au poste de chancelier. Un poste important puisque
le chancelier dirige une grande partie du gouvernement et possède bien plus de pouvoir que le président Hindenburg, mettant son rival, enfin, bien plus de pouvoir que le président. Hindenburg mettant son rival malgré lui au poste dit. Adolphe est enfin au sommet du gouvernement et contrôle à présent toute l'Allemagne. Lui qui avait commencé comme petit pâtre à Vienne, il se retrouve ici au poste où il a toujours voulu être. C'est à partir de ce moment que Adolf Hitler prend les pleins pouvoirs et débute le nouveau régime nazi. À présent chancelier, le Führer entreprend de grandes réformes en Allemagne et fait voter des lois lui donnant les pouvoirs. Il interdit par exemple la liberté d'expression, de presse et même l'organisation de réunions pour éviter que les autres partis, socialistes, etc., se réunissent tels que le DAP faisait dans les années 20 dans leur fameuse brasserie. De ce fait, Adolphe veut asphyxier tous les partis allemands. Cependant, il autorise la violation du secret de la conversation au téléphone, ainsi que le droit de perquisition et de réquisition. En réalité, vous l'auriez rapidement compris, mais Hitler souhaite contrôler la population en interdisant droits fondamentaux et en autorisant certaines lois inimaginables, afin que le gouvernement écoute toutes les conversations et repère du coup les opposants potentiels au gouvernement d'Adolphe. Le 24 mars 1933, il fait voter des lois allant à l'encontre de la Constitution. Constitution pourtant document qui institue les principes fondamentaux d'un pays, de l'Allemagne dans ce cas. Il fait également voter une loi lui permettant lui-même de les établir, alors que dans une démocratie comme l'Allemagne, les lois sont édictées par les députés et les sénateurs du Parlement. Le 14 juillet de la même année, Adolphe interdit tout autre parti politique, à part le sien, et supprime les élections libres, continuant la règle établie en février, interdisant les réunions. Tout comme Staline, Hitler et le NSDAP sont les seuls à pouvoir se présenter aux élections, et tous les électeurs sont donc obligés de voter pour lui. Et le NSDAP. La suppression de ce point fondamental constituant la démocratie indique bel et bien que Hitler met en place une dictature, faisant de son régime un régime totalitaire. Mais l'histoire est loin d'être finie là. Donc en 1933, les nazis organisent un faux attentat en brûlant le Reichstag, l'Assemblée parlementaire allemande. Après l'incendie, les nazis accusent un communiste néerlandais d'être derrière tout ce cirque. Ils en profitent justement pour faire voter les lois citées précédemment permettant à Hitler d'établir sa dictature grâce à ce coup monté. Cela lui permettra également de voter des lois contre des communistes sous prétexte qu'ils sont derrière l'incendie alors que non, bien évidemment. Adolf Hitler, à présent maître absolu de l'Allemagne, met en place un culte de la personnalité. Il est vénéré et on le considère comme un guide, un Führer allemand. Il incarne le peuple et l'État. De plus, sa volonté compte. Dans la devise de l'Allemagne Ein Volk, ein Reich, ein Führer, Hitler veut dire par là que le peuple germain lui doit obéissance et sont obligés de se soumettre face à lui. Les nazis, durant toute la période de leur activité, mettront en valeur une partie de la population et les ciblent scrupuleusement. Les jeunes. Dès leur plus jeune âge, on les initie à l'état nazi et on les intègre dans des organisations de jeunesse hitlériennes afin de les contrôler dès leur enfance et former de futurs soldats ou ministres pour l'État. Ces organisations se veulent créer un tout nouvel homme dévoué au grand Führer régnant sur l'Allemagne et souhaite contrôler toute la population. On comprend alors que Hitler veut tout concentrer sur le travail, étant un pilier majeur de son régime. Il supprime toute forme de clan révolutionnaire dans les usines et interdit même les grèves. Bien entendu, pour influencer la population, Adolphe utilisera un des moyens les plus communs pour inciter certaines personnes à faire confiance à son parti et à obéir à ses ordres, ce dernier étant la propagande. La propagande est un outil souvent très utilisé dans les régimes totalitaires pour inculquer des idées à la population. Elle est souvent utilisée via des affiches, la plupart du temps, mais dans le Troisième Reich nazi, d'autres moyens encore plus modernes sont plus utilisés. On retrouve donc les affiches, mais aussi d'autres outils tels que le cinéma, en faisant des films montrant le dictateur d'un bon œil, mais un tout nouvel outil qu'on retrouve dans tous les foyers,
à présent, dans tous les foyers de l'époque, servira de plus grand support de propagande pour le NSDAP. Ceci étant, la radio. Tous les discours d'Adolf Hitler seront disponibles via la radio et servent de moyen d'influence, elle aussi. On retrouve des publicités pour radio ayant comme argument de vente de pouvoir écouter Adolf via cet engin révolutionnaire. Alors Hitler admire aussi le domaine de l'art, ayant été un rejeté de cette matière. Même à la tête de l'Allemagne, il continue à s'éblouir face à cela. Hitler pense que l'art pourrait également servir et pourrait devenir une forme de propagande, à lui aussi. En 1933, il attaque les courants de l'art moderne tels que le cubisme et impose des limites aux artistes allemands. Il favorise un type d'art classique et traditionnel allemand. De plus, les œuvres doivent relater des histoires et représenter la société germanique. Des statues sont construites tout comme des bas et des hauts reliefs. Adolf souhaite cette fois-ci que l'art représente le peuple, l'histoire et la vie allemande. Il insistera pour que tout cela soit bien entendu en termes avec les théories nazies et veut montrer une population parfaite. L'art dans le Troisième Reich, tout comme dans le régime soviétique, est au service de la patrie. Tout au long des années 30, Adolf Hitler organisera aussi de nombreuses réunions et de nombreux rassemblements dans la ville, leur servant un peu de quartier général, celle de Nuremberg, ville du NSDAP. Le 15 septembre 1935, dans le parlement de la ville, Hitler met en place les lois de Nuremberg. 3 lois fondamentales retirant aux Juifs leurs droits civiques ainsi que leur nationalité. Elles interdisent les mariages et les relations sexuelles entre Juifs et Allemands et établissent que seules les personnes de sang allemand pur sont considérées comme de vrais Allemands. Tout Allemand ayant comme grand-parent un Juif est également considéré comme semi-juif à peu près, lui retirant tous ses droits alors que lui-même n'en est pas un, par exemple. Les métissages sont donc interdits pour ne pas soi-disant mélanger et croiser les races entre Allemands et Juifs. Toujours à Nuremberg, les nazis organisent de grandes séances d'autodafé. Autodafé étant le terme utilisé pour détruire tout objet par le feu. Lors de ces séances, ils organisent de grands bûchers et ils brûlaient les livres juifs et socialistes pendant la période du règne d'Hitler. La culture doit se plier aux critères de l'État. Alors, maintenant, nous allons passer à un événement assez spécial qui va peut-être vous rappeler la Grande Purge sous le régime soviétique, comme vous allez le voir tout de suite. Alors, comme nous l'avions dit, Hitler est à présent au pouvoir, instaure une dictature. Mais qui dit dictature dit régner seul. Alors, Hitler voudrait avoir le pouvoir à lui seul. Seulement en 1934, les chefs de la SA se rebellent et occupent la majorité des postes importants. Ils se révoltent face au parti nazi et veulent à tout prix s'emparer du pouvoir à leur tour. Justement, lors de cette année, Adolf Hitler élimine tous ses opposants, dont les SA, dans ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux, organisée en 1934. Par la suite, tous les postes importants occupés auparavant par les SA sont récupérés par les membres du parti nazi. Seul problème dans cette histoire, c'est que maintenant que les SA, qui étaient une sorte de police politique pour l'État nazi, a été liquidé, l'État ne possède plus vraiment de police. Eh bien non, puisque Hitler ne va pas tarder à réagir. Pour remplacer les SA, il met en place la Gestapo, une police politique chargée de faire régner l'ordre dans les rues allemandes. Elle a été créée pour la première fois comme concept par Hermann Göring en 1933 et prendra bien plus d'ampleur lors de la seconde moitié de la troisième décennie du XXe siècle. Et prendra bien plus d'ampleur lors de la... Oui, c'est ce que je viens de dire. Concernant Hermann Göring, il fera partie des apôtres d'Hitler tout au long de sa carrière et est élu par ce dernier en tant que ministre de l'Intérieur. Souvenez-vous, ça ne nous dit pas quelque chose Hermann Göring, puisque dans l'épisode sur la Première Guerre mondiale, nous avions parlé d'un pilote allemand de renommée. Celui-ci étant le Baron Rouge. Après sa mort, ça sera Göring qui prendra le relais et fera un excellent pilote en fin de guerre.
C'est donc par la suite qu'il épaulera Hitler tout au long du Troisième Reich. En plus de la Gestapo, Hitler met en place les services de protection de l'État nazi, souvent surnommés les SS. Ces derniers, qui servirent d'abord comme garde du corps pour Hitler, furent l'instrument majeur du maintien de l'ordre en Allemagne. Ils seront chargés de s'occuper de toute personne considérée comme ennemie au régime, tels que les juifs, les communistes, les résistants, les libéraux et même les chrétiens. Ils seront également chargés de s'occuper du fonctionnement des camps de concentration, qu'on verra par la suite, et d'éliminer les déportés, ralentissant le trajet vers la route des camps de travaux. En 1940, bien plus tard, un corps d'élite dérivé des SS est créé. Il s'agit des Waffen-SS, qui assisteront la Wehrmacht, armée sous le régime nazi. Cette fois-ci, ce n'est pas Göring qui se charge de cette section, mais plutôt Heinrich Himmler, un des plus hauts dignitaires de l'État. Parallèlement à ces événements-là, le gouvernement du Troisième Reich imagine la création de grands bâtiments répartis dans tout l'Empire afin d'emprisonner et rééduquer les opposants en partie, qu'ils soient une population rejetée ou encore des politiciens de gauche. Ces bâtiments sont alors appelés les camps de concentration. Les conditions d'hygiène dans ces établissements sont déplorables, rendant les conditions de vie très dures, voire quasiment mortelles. Le premier est ouvert en 1933 à Dachau, ville allemande dans la Bavière. Il fut créé par Heinrich Himmler lui-même afin d'y expédier les communistes, les asociaux ainsi que les homosexuels. Voilà. Alors, dans tous les camps qui suivront, chaque personne déportée sera par la suite marquée d'un brassard indiquant la raison pour laquelle elle est là. L'affiche face à nous montre les différents brassards existants. Dans les camps de concentration, on retrouve des gens marqués par des triangles rouges, s'agissant là des communistes allemands. Donc, hop, comme on le voit ici, les communistes allemands. Et là, avec les F, il s'agit bien ici des communistes français emprisonnés. Les personnes marquées d'un triangle rouge et jaune sont des politiciens juifs, cette fois-ci communistes juifs, eux aussi emprisonnés dans ces camps de l'horreur. Les triangles noirs représentent les asociaux, donc asociaux, personnes ne s'intégrant pas vraiment à la société allemande, soi-disant. Le triangle marron représente les tziganes, une population d'immigrés indiens vivant en Europe en tant que nomades, et le triangle violet représente les témoins de Jéhovah. Les emblèmes au triangle bleu sont donnés aux apatrides, personnes dénuées de nationalité, ne possédant pas de nationalité. Concernant le triangle vert et rose, ils sont accordés aux prisonniers de droit commun, soit des criminels professionnels, et en rose, aux homosexuels. Pour finir, l'emblème le plus attribué est celui des Juifs, qui feront l'objet d'un triste génocide tout au long de la Seconde Guerre mondiale, qui aura lieu plus tard en 1939. D'après Adolf Hitler, tous ces matricules ne sont pas faits pour classer les déportés, mais aussi pour montrer aux nouveaux prisonniers que toute personne marquée par un emblème n'est plus considérée par le NSDAP comme humaine, ce qui est un crime pour l'humanité, c'est vraiment horrible. Donc aussi, j'ai oublié de parler des cibles qu'on peint derrière le dos des détenus pour, voilà, comme c'est écrit ici, pour attirer l'attention des SS. Par exemple, je sais pas, un homme politique très important, on lui met ça derrière, comme ça les SS sauront que c'est justement lui, l'homme politique qu'on a marqué. Alors, l'État nazi déteste tout ce qui n'est pas arien, comme nous venons de le voir. Ils ont créé cette fameuse théorie pseudo-scientifique définissant les différents peuples en races. Et la race aryenne, qui est considérée par Hitler et les nazis comme la plus pure descendante des autres personnages héroïques, est appelée à dominer toutes les autres. Cette perspective de la chose mènera plus tard les nazis à causer un génocide de toutes les autres populations lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc pour cette raison que les métissages sont interdits en Allemagne à cette époque-là, afin de ne soi-disant pas mélanger les races. Ce qui a été dit précédemment, il me semble. En tout cas, durant toute la période du régime, Hitler exposera encore plus sa haine envers les Juifs.
Il les met à l'écart à l'aide des lois de Nuremberg, qu'on a vu précédemment en 1935, et les persécute. Il ordonnera même aux SS et aux jeunesses hitlériennes de boycotter les services juifs en les vandalisant et en traitant de traîtres toute personne se rendant chez eux. Même les enfants hébreux sont touchés et sont chassés des écoles. La population allemande n'ose plus leur parler sous peine d'être à leur tour persécutée par les SS. Précisément, les SS, cette fameuse garde chargée de traquer les opposants, humilie même les populations juives dans les rues en les marquant et en les frappant devant un public terrorisé. On l'a assez vite compris, mais la haine des juifs par les nazis se manifeste par des persécutions, des humiliations, des boycottages, tout en virant les enfants des écoles allemandes. Ils sont rendus responsables de tous les problèmes en Allemagne depuis la Grande Guerre, et cette pensée persiste encore lors de la fin des années 30. C'est alors que les nazis organisent, lors de la nuit du 9 novembre 1938, un pogrom, s'agissant là de celui de la nuit de cristal. On y massacre des centaines de juifs et détruit une grande partie de leur habitation, en vandalisant, en brûlant. Comme par exemple là, imaginez, vous êtes allemand, vous levez le matin et votre commerçant juif, il n'est plus là. Bon, il n'y a plus personne qui vend. Ici, la ville est mis à feu et à sang. On voit les drapeaux nazis partout qui imposent la terreur dans ce régime. Et là, on brûle tout, toutes les habitations. C'est, comme on l'a dit précédemment, c'est inhumain. Voilà. Et ce qui est encore plus inhumain, c'est ce qu'on va voir maintenant, le programme Action T4. Alors, puisque les juifs sont persécutés, on l'a dit, mais un autre peuple encore jamais cité dans la vidéo fera l'objet d'un massacre ignoble et sera un des plus violents du régime nazi, celui des handicapés. Des scientifiques du régime créent pour l'État grand nombre de gaz et de poisons, et celui-ci est utilisé par les hauts responsables nazis afin de gazer et de tuer les handicapés considérés par Hitler comme des personnes n'ayant aucune utilité à l'État. Ce programme prendra place lors de l'année 1939 et est appelé le programme Action T4, où tous les habitants sont gazés puis brûlés. Heureusement, l'Église intervient et met fin au programme qui sera poursuivi clandestinement jusqu'en 1941, qui sera quand même le prémisse de la solution finale où les nazis finiront lors de la Seconde Guerre mondiale par créer des camps d'extermination où sont éliminés les plus faibles et le reste. Donc, à la mort du président Hindenburg en 1934, petit retour en arrière, puisque là on parlait surtout du régime de terreur d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, qui est le grand chef de l'État à présent, après la mort de Hindenburg, qui s'empare totalement du pouvoir, je m'en fous de vos élections, moi je suis le dirigeant de ce pays. Voilà. Une fois véritablement installé en Allemagne, il commence la conquête de l'Europe, qui était à la base son principal objectif, rappelez-vous, puisqu'il voulait conquérir un espace vital à l'Est, et aussi conquérir les pays germains. Et c'est ce qu'il va commencer par faire en annexant l'Autriche en 1938. Vous voyez, à la base, on va essayer de prendre ça. À la base, ici, c'est l'Empire allemand de base, l'Empire de base, après la fin de la Grande Guerre. Et ici, on avait l'Autriche-Hongrie. Bon, je vais pas tout colorier, mais vous l'avez compris, elle était là. Mais les nazis vont tout simplement, voilà, ils leur disent bonjour, on va vous coloniser. Ah ouais, tranquille, voilà. Ils les annexent et les intègrent au Troisième Reich, tout simplement. Ils sont annexés et intégrés dans l'Empire allemand, le Troisième Reich. Et du coup, ce n'est pas un pays qui est colonisé par l'Allemagne, non, il fait partie maintenant de l'Allemagne. Il fait partie. Ensuite, il continuera sa conquête avec la Tchéquie, également. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, vous allez voir, il va conquérir même la Tchécoslovaquie tout entière. Et les pays slaves, enfin pas les pays slaves, mais plutôt les pays des Balkans. Voilà, toute cette région qui est là. Donc, alors, il commence par l'Autriche, on avait dit. Et en 1939, il va même annexer la Pologne. C'est ce qui mènera plus tard à la Seconde Guerre mondiale. Et oui.
Dites-vous que quand même ça mène à la Seconde Guerre mondiale, tout ça, après, juste pour pouvoir annexer tous ces territoires. Et Hitler est loin de s'arrêter là, puisque il va même s'attaquer directement à l'URSS, un des plus grands pays à l'époque. Mais comme on l'a dit, là, on s'éloigne un peu du sujet, puisqu'on entre là dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, donc maintenant, on arrive à la fin de cet épisode, et nous allons voir toutes les dates clés à retenir. Donc, déjà, la création du NSDAP en 1920, le parti nazi, qui est issu du DAP, mais que Hitler va renommer en 1920 le NSDAP. Ensuite, en 1923, Hitler entamera son putsch. On va voir ça dans le résumé juste après, qui est la dernière page. Il gagne les élections avec le NSDAP en 1933. Il devient chancelier la même année et organise même un putsch comme prétexte pour pouvoir accuser les communistes et interdire toute autre parti. Par la suite, il va mener les nuits de cristal, la nuit de cristal où de nombreuses violences seront menées face aux juifs, et il instaura les lois antisémites de Nuremberg en septembre 1935. Alors aussi, si vous vous posez la question, pourquoi ici a écrit Russie communiste et tout, c'est qu'il y avait une autre frise en haut, mais je l'ai renié. Donc, résumé et conclusion. Alors, commençant comme vulgaire peintre à Vienne, Hitler s'engagera dans la Grande Guerre et intégrera le DAP, s'engageant dans une carrière politique. Il profite de ses talents d'orateur pour charmer le public et s'inspire de Mussolini en Italie. En 1923, il tente un putsch qui échouera, l'envoyant en prison. C'est là qu'il développera ses idées racistes et antisémites et écrira un livre autobiographique en racontant son programme intitulé Mein Kampf en 1925. Le DAP, renommé le NSDAP ou Parti nazi, profite de la Grande Dépression de 1929 pour allécher le public et leur proposer ses services. Le NSDAP gagne les élections législatives de 1932 et Hitler accède au poste de chancelier en 1933. Il instaura une dictature et créera autour de lui un culte de la personnalité, la propagande des points négligés dans son régime et utilise tous les moyens à sa disposition pour se faire entendre, tels que la radio, le cinéma et les affiches. Il dévoile rapidement aux yeux de la population un antisémitisme démesuré. Il retire aux juifs leurs droits civiques grâce aux lois de Nuremberg en 1935 et liquide ses anciens acolytes, les SA, pour les remplacer par les SS et la Gestapo en 1934. Il créera les camps de concentration et sa théorie raciale le mène à isoler et éliminer toute personne étrangère ou juive. Il boycottera les services juifs et ses SS durant la nuit de cristal en 1938 commettront un terrible carnage face à cette population. Hitler commettra tous ces actes affreux et impardonnables qui sont aujourd'hui retenus pour leur horreur. De plus, Hitler envahira de force un grand nombre de pays, les annexant et les intégrant au Troisième Reich, ce qui poussera les Alliés, les grandes puissances européennes, à sortir de leur neutralité et de mener à la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, merci d'avoir suivi toute la vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu toute la vidéo du coup, et que vous y êtes resté jusqu'au bout. En tout cas, là aussi, j'espère, je crois que vous l'aviez remarqué pour ceux qui suivent ma chaîne, mais on a changé de format. Là, je suis plutôt revenu à un format classique dans la conclusion avec le texte et c'est tout. Mais avant, je mettais des animations comme on pouvait le voir ici, par exemple. Bref, donc, c'était une grande vidéo. J'espère que vous l'aviez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et surtout à partager pour faire découvrir ma chaîne. On rush les 150 abonnés, on y est presque. En tout cas, les amis, je vous dis merci pour tout. À la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.